Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister pour la nouvelle vidéo de la semaine et cette deuxième vidéo sur le thème des poilus qui grognent et sera consacrée à Hurlement, justement, parce que ça parle aussi de poilus qui grognent, entre autres. Donc voilà, deuxième petite vidéo de la semaine pour que tous nos amoureux de la chose ludique se rappellent ce jeu, on va dire, je dirais pas mythique, mais presque, enfin mythique pour, je pense, une certaine partie d'entre nous. Ceux qui l'ont connu, en tout cas, quand il est sorti en 88, moi c'est un des premiers articles, une des premières critiques que j'ai pu lire, je m'en souviens encore, dans Graal, quand j'ai acheté, donc c'était le numéro 10 à l'époque. Donc voilà, ça date pas d'hier, hein, 88. On était, certains pourraient dire encore, au balbutiement du jet de rôle, et pourtant il y avait déjà pas mal de choses qui étaient sorties. Et voilà, arrive un jeu vraiment voilà, aux éditions Dragon Radieux, donc qui avait aussi également leur propre organe de GDR. Voilà, et qui donc nous propose un jeu vraiment qui sort des sentiers battus complètement. Hurlement, le jeu de l'initié, voilà, par Valérie donc, et Jean-Luc Bizien, qui sont, on va dire, aujourd'hui un peu des grands noms mythiques de notre passion et qui nous propose ni plus ni moins que de jouer justement des. Alors, on parle de terme de lycanthrope, mais on ne nous propose pas seulement de jouer un personnage qui va pouvoir avoir la capacité de se transformer en loup, et donc un loup-garou, mais on va dire tous les change-formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont capables justement de changer de forme pour prendre donc la forme d'un animal, on va dire, qui a quand même une portée symbolique assez forte justement dans le monde dans lequel ils vont évoluer, c'est-à-dire le Moyen Âge, puisque le but, évidemment, au départ, enfin pour le contexte en tout cas de base qui est proposé dans le livre de base et dans les premiers suppléments, c'est de jouer donc au XIe siècle. Alors, c'est un jeu, je ne vais pas passer, on va dire, par quatre chemins, il va falloir de toute façon que je spoil quelques petites choses. Je sais qu'il devrait normalement faire l'objet d'une nouvelle édition de chez donc Sico. Il l'a teasé déjà depuis pas mal de temps, hein, donc voilà, mais bon, il a d'autres projets sur le feu, ce qui pour l'instant l'empêche justement de concrétiser ce projet pour l'instant. Donc voilà, moi je prends les devants pour vous parler d'un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié à maîtriser, parce que je l'ai maîtrisé, et si on le maîtrise, on ne peut plus franchement y être joueur. Ou alors il faut vraiment, on va dire, prendre des petits arrangements, si je puis dire, avec donc celui qu'on appelle cet opus le veneur. Le veneur, c'est le nom justement du maître du jeu, et qui est aussi celui qui dirige la caravane, puisque le principe, c'est que donc un beau matin comme cela, on va vous faire jouer en quelque sorte votre première métamorphose. Et à l'issue de cette première métamorphose, vous faites une rencontre. Donc vous savez évidemment, vous allez comprendre quelle est la forme animale que vous allez pouvoir adopter. Et vous allez être probablement invité par justement le veneur, qui est représenté ici sur la couverture, à rejoindre donc la caravane, qui est une communauté de gens comme vous, qui sont en fait une caravane, donc oui, une caravane itinérante de saltimbanques qui parcourt la France du Moyen-Âge, là, donc du XIe siècle au tout départ, mais le cadre évolue avec le temps. C'est un jeu dit jeu de l'initié, donc ça veut dire que c'est un jeu à secret, donc on va découvrir l'univers, on va découvrir les tenants et les aboutissants de tout cela petit à petit, au fil justement. Là déjà je spoil un petit chouïa de nos réincarnations, puisque nos personnages en fait ne vont pouvoir évoluer que évidemment en découvrant les secrets du jeu, dans la campagne par exemple, dans les scénarios certes, en apprenant on va dire à accepter leur forme animale, en apprenant on va dire à l'apprivoiser d'une certaine manière, à l'utiliser on va dire à bon escient, et donc à l'accepter en lui, mais aussi évidemment au fil de ses réincarnations qu'il va vivre. Et donc ça, il n'y a pas trop le choix, et c'est pour ça que moi j'ai été un peu bloqué, on va dire, à un certain moment dans le jeu, c'est que j'étais obligé d'une certaine manière, pour faire évoluer mes joueurs au stade suivant, de les faire se réincarner, on va dire, dans le siècle prochain, donc au XIIe siècle, puis après au XIIIe, au XIVe, et le jeu, il est prévu qu'on puisse aller normalement théoriquement, alors il prévoit de pouvoir aller, on va dire, dans les derniers suppléments, à peu près jusqu'au 18e siècle.
Mais on voit en plus dans le jeu qui est son successeur, qui est Chimère, qu'en fait c'est bel et bien prévu qu'on puisse aller jusque techniquement au 19e siècle. Voilà. Mais donc, c'est dur d'en parler sans tout spoiler. En tout cas, je vais vous présenter la gamme. Le postulat de base, c'est cela. C'est un jeu qui est merveilleux, qui a d'excellents scénarios, qui a, on va dire, une ambiance qui est vraiment particulière, qui propose vraiment un jeu différent, complètement à l'opposé de tout ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Et donc, pour ce qui est de la gamme, donc on a déjà la boîte de base. Donc, vous voyez, voilà, j'ai eu la chance de le trouver il y a de cela à peu près une vingtaine d'années. Donc c'était à Phénomène J à l'époque, qui était une boutique qui vendait de l'occasion. Il était neuf, hein. Et voilà, je l'ai trouvé encore neuf, donc au début des années 2000, et j'en suis très heureux parce que ben, voilà, ça en valait la peine. Il y avait également, alors là c'est un tiré à part qui est issu d'un pardon, d'un des suppléments que j'ai mis dedans évidemment pour le protéger. Et donc, ce qui nous est proposé dans la boîte de base, il y a 2 livrets et un écran. Alors, le premier livret dit présentation du jeu, création des personnages, règles de simulation. Donc, on est évidemment voilà, sur une mise en page très simple, noir et blanc, avec de belles illustrations quand même, hein, crayonnées voilà, comme ceci. Où donc, on va nous raconter de manière évidemment assez poétique, assez mystique, ce qu'est, on va dire, justement, d'être un membre de la caravane et d'être donc un lycanthrope, même si, comme je vous dis, on est en fait un change-forme. Hein. Les termes lycanthrope, voilà. La création de personnages au chapitre 2, c'est simple. On jette un D4, un D12. Le D4 va nous permettre de déterminer la classe sociale. Le D12, la forme qui va être la nôtre, donc aigle, cerf, biche, chat, noir, chauve-souris, chien, faucon, hibou, loup, ours, rat, salamandre, serpent. Voilà. Donc ça, c'est les 12 formes qui sont possibles. On va nous expliquer évidemment aussi quelle est en fait, la hiérarchie. Donc là, on n'est même pas dans le... On est déjà dans le méta-jeu. Puisque techniquement voilà, on commence en tant qu'errant ou novice et on va petit à petit donc monter en gamme au fur et à mesure, on va dire, de nos découvertes des stades en fait qu'on va passer, des stades d'initiation. Donc après on va devenir questeur, puis différents rangs de chevaliers jusqu'à techniquement en fait voilà, puisque c'est un jeu initiatique, devenir nous-mêmes veneurs, donc être capable de maîtriser le jeu, et grand veneur voilà, qui est le dernier titre d'une certaine manière, où là on a accompli notre quête et d'une certaine manière en ayant été initié au jeu, eh ben, on devient capable nous-mêmes en fait, de le maîtriser, de le faire découvrir aux autres. Donc c'est une belle métaphore, c'est une belle chose. Ça ne tient pas qu'à ça, hein, c'est on va dire, un des aspects du jeu, parce qu'évidemment il y a tout à découvrir et tout à... Mais techniquement, le but de cela, c'est déjà, on va dire, d'une certaine manière, d'être capable, au fil de nos découvertes en tout cas, de pouvoir nous aussi après faire découvrir le jeu. C'est l'un des premiers piliers, si je puis dire, de ce magnifique opus. Mais il y a autre chose, évidemment, que là je ne dévoilerai pas, qui est, on va dire, qui est un peu plus de l'ordre de l'intime, un peu plus de l'ordre de la découverte de soi, qui justement fait également partie du jeu. Voilà. Et donc ça, je le laisse, on va dire, à votre appréciation. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué de retrouver ce jeu. Si vous le retrouvez en plus, doit être faramineux en termes de prix, malheureusement. Pour ce qui est du système de jeu en lui-même, c'est un système à pourcentage. Alors, on n'a pas normalement besoin d'une feuille de personnage, hein, parce que tout peut être géré de manière complètement euh, euh, voilà, sans que l'aspect technique, on va dire, vienne gêner. Le veneur, lui, peut évidemment le gérer s'il le souhaite, mais c'est extrêmement facile, hein, puisqu'en fait, on va avoir un profil humain auquel va s'ajouter donc un profil animal qui va nous donner des bonus. Et donc ça va nous donner en fait déjà sur les 3 caractéristiques. Donc voici la feuille de personnage qui est en fait pas vraiment utile. On peut techniquement, on va dire, se remplir sa feuille de personnage, ou le veneur peut le faire. Mais c'est vraiment, moi je vous conseille en tout cas de jouer sans feuille de personnage,
où les joueurs vont juste jouer en fait avec un journal personnel pour marquer, on va dire, les différents aspects de leur alter ego. Et donc on est défini donc par mental, réflexe et physique, et également donc après par des compétences qui vont justement, voilà, les formes animales vont nous donner des statistiques. Mais ça c'est vraiment, là on rentre déjà, en fait le système est presque trop développé par rapport aux propos du jeu, et il n'est pas vraiment utile. Bon, voilà. Et après on a une table, voilà, de résolution en fonction évidemment de notre niveau de maîtrise dans la compétence. Ça va nous donner un certain bonus. Donc on a à peu près une cinquantaine de compétences qui permettent de simuler un peu tous les aspects du jeu. Mais franchement, la plupart du temps, vous allez surtout utiliser le roleplay et très rarement jeter les dés. Voilà. On a donc également un système de combat qui est quand même assez, on va dire, trop développé aussi par rapport aux propos du jeu. Donc avec carrément une localisation, mais on est en fait encore en 88, donc on a encore tout cet aspect un peu simulationniste qui est derrière, alors que pourtant on est dans un jeu qui propose carrément tellement autre chose. Voilà, avec aussi une table pour vous dire en fonction de la protection quel est le type de coup que vous allez et le type de blessure que vous allez recevoir. C'est plutôt voilà, c'est utile si vraiment vous avez envie de l'utiliser, mais franchement je pense que moi ça nuit au jeu. Je l'ai pas vraiment utilisé de plus. Juste utiliser le profil, faire jeter les dés quand même au personnage, les dés de pourcentage pour réussir certaines actions clés, critiques dans le jeu. Ça suffit largement. Le reste sera couvert par le RP et c'est le but. Donc après ce chapitre-là, on vous explique donc la vie dans la caravane. Voilà. Donc on nous invite évidemment à créer plein de PNJ dans notre caravane d'une certaine manière, puisque de toute façon, au fil des époques, les PNJ en plus vont changer. Il y en a qu'on va retrouver, il y en a d'autres qu'on va on va dire, redécouvrir. Voilà, avec un dernier schéma qui vous présente un peu la vision un peu cosmologique de l'univers, parce qu'il y a tout un aspect évidemment symbolique, élémentaire derrière tout cela. Le jeu doit rester, on va dire, vraiment mystérieux le plus possible et vraiment faire découvrir petit à petit l'univers, le monde, les aspects aussi bien, on va dire, extérieurs qu'intérieurs. Donc le monde extérieur, voilà, le cadre médiéval, la communauté de la caravane et le fait donc de petit à petit y être initié, y avoir sa place. Donc on va petit à petit, on va dire, apprendre à maîtriser sa forme, mais aussi, on va dire, à faire des tâches utiles pour la caravane, à apprendre peut-être à être soi-même un saltimbanque, à être un amuseur, ce qui permet à la caravane évidemment de vivre. Voilà, et donc dans le deuxième livret, on donc dit livret numéro 2, donc là on a le contexte du Moyen-Âge, les différentes, la description complète en fait des formes animales, les différents royaumes. Donc là c'est vraiment quand on commence à découvrir le jeu, donc on a vraiment un panorama du XIe siècle qui, on va dire du point de vue de l'historien que je suis, est très, très sommaire, mais on va dire suffisant pour comprendre dans quoi on se met. Donc voilà, on a un résumé, par exemple, une courte chronologie qui va du 11e au 15e. Les différentes formes animales, donc on nous apprend quelques petites choses intéressantes justement sur chacune des formes animales. C'est toujours instructif. Voilà, c'est un peu comme une sorte de guide zoologique d'une certaine manière qui nous permet d'en savoir un peu plus. Donc vous pourrez faire évidemment vos propres recherches très facilement pour mieux interpréter votre forme animale. Voilà, c'est tout à fait possible et on est invité à le faire. Les royaumes, il n'y a pas grand chose, mais voilà, j'en dis pas plus. Ça, c'est par rapport on va dire, au système d'initiation. On découvre tout simplement d'autres on va dire, plans d'existence et de conscience qui sont extrêmement importants dans notre quête initiatique et qui nous permettent petit à petit d'avoir une influence et une plus grande compréhension du monde. Les scénarios en chapitre 3. Donc on a Que meurt la bête, que moi j'ai joué au début quand je ne connaissais pas le jeu. J'y ai joué.
Et voilà, c'est un scénario très classique qui permet vraiment bien de se mettre comment dire, de se mettre le pied à l'étrier pour maîtriser cela. Les yeux de Sylvan, deuxième scénario, pareil, qui fait partie qui peut être en fait aussi faire partie du début de la campagne. Et normalement, il y a un troisième scénario qui s'appelle le Renégat, où là on entre vraiment déjà dans la découverte des secrets du monde et de la caravane, et on apprend que voilà, il y a peut-être autre chose que la caravane, et donc qu'il y a un antagoniste, voilà, au veneur, etc. C'est vraiment très intéressant. C'est, je pense, alors peut-être que le troisième scénario, je ne conseillerais pas forcément de le jouer tout de suite. Il y a peut-être d'autres choses à jouer avant peut-être de faire découvrir cela. Mais si vous avez en tout cas la boîte de base, les trois scénarios se suivent sans trop de problèmes. Puis bah, ouais, de toute façon, vous trouverez également d'autres scénarios. Il y en a quelques-uns qui sont parus dans Cassius Belli à l'époque et qui sont plutôt intéressants. Mais pas aussi, on va dire, profonds, je pense, quand même, que ceux qui sont dans les suppléments. Donc, dans la boîte de base, pour terminer, l'écran, que voici très sobre, avec les tables derrière, pareil, je vous dis, qui ne vous seront pas forcément d'une très grande utilité, mais au moins ça permet très facilement de calculer les statistiques des personnages que vous avez en face de vous, en fonction de sa forme, et de son niveau de maîtrise. Voilà. Donc tout ça, c'est pas compliqué hein, à gérer, mais comme je vous dis, par rapport aux propos, c'est un peu trop développé. Mais bon, après, voilà, on n'est pas obligé d'utiliser tout le système et d'être vraiment hyper simulationniste au vu de ce que le jeu nous propose. Donc, le reste de la gamme. Alors la gamme existait, donc là, il existait une version limitée de la boîte de base. Celle-là n'en est pas une. Mais bon, après là, je vais vous présenter donc du coup des suppléments. Il y a eu à chaque fois un tirage dit de tête, donc un tirage limité, numéroté. J'en ai réussi à en choper quelques-uns, mais pas tous. Voilà, le numéro 1 par exemple, c'est la version normale. Donc les Hurle-Lune, c'est comme ça que s'appelaient tous les suppléments. À la fois, vous aviez une description de contexte et également aussi, on va dire, des scénarios ou campagnes. Donc le premier vous propose de décrire en fait le XIe siècle anglo-normand, la Normandie. Il y a un chapitre, on va dire, sur le loup au Moyen Âge et donc la symbolique du loup justement. Des aides de jeu. Donc les aides de jeu en question concernaient quoi déjà? J'ai plus souvenir. Page 40, c'est page 44. J'avoue que voilà, c'était un aide de jeu pour justement nous expliquer ce que c'est qu'une campagne, ce qui quand même est assez intéressant pour l'époque. Aujourd'hui, évidemment, ben voilà, ça paraît un peu enfoncer des portes ouvertes, mais bon, c'est toujours bien de remettre les choses. Et ensuite, on a donc le début de la grande campagne qui se décline donc dans les scénarios et qui va donc aller jusqu'au Hurle-Lune, donc jusqu'au numéro 7. Voilà, c'est ça, le numéro 7. Et donc, avec Lou y es-tu, donc, et plein de synopsis de scénarios qui sont proposés à la fin. Alors, on a affaire à des suppléments d'une qualité, mais alors au niveau du papier, voilà, là, c'est une couverture, voilà, une couverture tissée, enfin effet tissé qui est vraiment pas mal, vraiment génial. Un papier qui est excellent. Alors oui, si c'est un exemplaire de tirage de tête limité, j'avais oublié, mais oui, c'est un exemplaire limité, vous voyez, il est numéroté et signé par Jean-Luc Bizien. Donc j'étais assez content de l'avoir celui-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le Hurle-Lune numéro 1. Ensuite, le numéro 2. Donc le numéro 2, bah, j'ai les deux versions. Justement, j'ai la version en édition limitée et la version en édition normale. Donc là, voilà, vous voyez, quand elle est numérotée, le numéro est inscrit ici, donc limité à 250 exemplaires. Alors que ça, c'est la version normale, donc la qualité de papier n'est pas la même. Donc de cette couverture en fait effet toilé gaufré, on a voilà, et donc avec la pub évidemment qui était dedans pour Dragon Radio, qui était leur organe de presse. Donc là, la version normale, on n'a pas évidemment l'encart de numérotation sur la première page. Alors, le
Numéro 2 nous propose donc donc l'Aquitaine et le XIIe siècle, un article sur les rapaces et deux scénarios, donc Aubépin et Chienne de vie. Voilà, c'est la suite de la campagne aussi, évidemment, qui se décline à travers à travers on va dire toute la gamme. Voilà, voilà. Et avec l'aide de jeu justement, voilà, ne pas vieillir, c'est mourir un peu. Donc sur justement comment gérer la vieillesse et on va dire justement ces aspects de vie successive, de réincarnation qui sont très importants dans le jeu. Et un article également sur le rêve, qui est aussi une dimension extrêmement importante pour justement le... Voilà. Mais là, vous voyez, il ne le marque pas trop sur la couverture, parce que pour ne pas trop, on va dire, déflorer le sujet. Et donc toujours, on va dire, un, un aspect, on va dire, historique sur le XIIe siècle qui est plutôt bien vu. Et sur l'Aquitaine, qui va avoir de l'importance après, puisque évidemment dans les scénarios, on va pouvoir rencontrer, comment dire, des gens. Je crois que c'est dans certains de ces... Voilà, on doit normalement pouvoir côtoyer ou rencontrer Léonard d'Aquitaine. Je crois que je sais plus c'est dans quel scénario. Mais voilà, c'est prévu en tout cas dans cette mouture. Et donc là sur les scénarios, j'en dis pas plus parce qu'évidemment je vais pas les, euh, les dévoiler. Avec à chaque fois également aussi, donc on progresse petit à petit sur la voie d'initiation, etc. etc. En tout cas, un supplément vraiment très, très sympathique pour à chaque fois. Il y a vraiment beaucoup de. Et pourtant, c'est des suppléments qui font voilà, 70 pages. Hein, là, enfin, on est sur 68 pages. C'est vraiment. En très peu de pages, en tout cas en très peu d'éléments, on avait vraiment énormément de matériel pour continuer à découvrir le jeu. Le Hurle-Lune numéro 3. Donc là, on est sur un supplément spécial scénario. Voilà, donc pareil, encore en version numérotée. Là, c'est toujours le numéro 22. C'est les exemplaires numéro 22 que j'ai réussi à retrouver numérotés. Donc la personne à qui je les ai rachetés avait dû sûrement les acheter tous en même temps et avait eu donc tous les mêmes numéros. Et donc, le numéro 3, il y a donc 3 scénarios, donc les 3 morts, 8 clos en extérieur, nuit, Paya Negra, et même il y en a un quatrième, si, la noce et le couvent. Et donc, retour à mon contour, ultime rêverie. Donc là, c'est vraiment un supplément spécial scénario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 scénarios en fait. Voilà. Et donc, tous censés évidemment poursuivre encore la campagne. Donc là, on n'a pas vraiment de contexte médiéval spécifique. On a vraiment juste un hors-série spécial, enfin un hors-série, un supplément spécial scénario. Donc mon contour du le retour, puisqu'il y a déjà un scénario qui se passait à mon contour dans les premiers, on va dire, c'est dans la boîte de base, hein, je crois d'ailleurs. Voilà. Où on retrouve évidemment des PNJ, etc. Il y a pas mal de choses avec toujours le veneur qui veille sur nous. Donc là, pareil, toujours avec cette qualité de papier extraordinaire. Mais là, pareil, comme c'est un supplément scénario, je peux pas trop en dire hein, sur la campagne. C'est assez rageant, mais bon. Le numéro 4, voilà, qui est ici. Donc là, on tranche au niveau des couvertures. Avant, on avait donc des couvertures noires avec des photos ou des dessins, on va dire, médiévaux. Là, on est un peu plus dans la fantaisie, mais je trouve que l'illustration est très très belle. Donc pareil, ah bah là c'est encore le numéro 185 là sur 200 que j'avais racheté après normalement. Et donc on est encore face à un supplément scénario. 1, 2, il y a pas mal de choses. Alors, il y a aussi des choses. Donc là, c'est dans celui-là justement où on peut rencontrer Aliénor. Hein, voilà, elle est là, elle fait partie du scénario. Et sauf que là, les scénarios sont vraiment présentés d'une manière assez particulière. Donc l'aigle des prophéties de Merlin,
qui est vraiment presque une mini-campagne hein, d'une certaine manière. C'est vraiment là, voilà, avec plein donc de PNJ euh, historiques. Donc voilà, Geoffroy de Lagny, Chrétien de Troyes par exemple, Agnières d'Aquitaine, Marie de Champagne. Là on a affaire à du lourd, hein. Là on commence à regarder des gens, à voir des gens importants comme dirait l'autre. Songe donc d'un matin d'automne où pareil, on va rentrer vraiment dans des... Là, on va dire, à partir de ce numéro 4, on sent comment dire que il y a des choses particulières qui se passent quand même. Il y a un rapport, alors j'en dirais pas beaucoup plus encore, avec justement le monde comment dire, de Lewis Carroll, d'Alice au Pays des Merveilles, et à travers le miroir. Y a toute cette poésie comment dire, qui se met en place autour justement, puisque bah, évidemment il y a la croyance envers les dragons, les êtres de rêve, etc. Et donc il y a cet aspect poétique comment dire, qui commence à rentrer dans le jeu. Je ne dis pas ni pourquoi ni comment, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors, donc, vous voyez en plus le dos lui-même a changé par rapport aux autres, alors que voilà, on était sur des couvertures avec des aspects dorés comme ça. Là, on est sur de l'impression photographique. Et donc le dernier scénario, donc lorsque Mao dort, plus rien ne bouge. Et donc j'en avais oublié un scénario qui lui s'appelait Histoire de fou. Référence justement à l'autre jeu de rôle de Jean-Luc Vizien, Histoire de fou. Il avait déjà, je pense, pensé au concept de son jeu de rôle dans Hurlement. Et il y a une sorte un peu, on va dire, j'ai l'impression dans son œuvre de méta-univers qui lui est bel et bien propre, et qui est vraiment un univers de fantaisie, de rêve, de chimère, justement. D'où le nom de son autre jeu, Chimère, qui est une autre vision, un autre point de vue, une autre manière justement de décliner Hurlement, qui est moins évidemment, qui a moins plu. Hein. Les fans de hardcore de Hurlement n'ont pas aimé Chimère, même si Chimère, je pense, n'est pas mauvais en soi, mais il était, je pense, trop explicite, et c'est ça qui est dommage. C'est quand on est sur un jeu vraiment où justement on est censé découvrir les choses. Si les choses d'entrée sont un peu trop galvaudées, évidemment, on est assez déçu, on est assez désappointé, et on n'y retrouve pas, on va dire, cela. Mais bon, d'une certaine manière, Chimère est un peu l'évolution justement de Hurlement. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Alors, le Hurlelune 5, donc voilà, pareil que j'ai réussi à avoir en version limitée. Donc vous voyez, là c'est bien marqué sur la couverture, en lettres dorées, tirage de tête, édition limitée. Numéroté, voilà, c'est le 165 sur 250. Là il y en avait 250 exemplaires. Mais je trouve que et la version normale en fait du supplément a la même qualité que la version limitée des premiers, si vous me suivez, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, ils ont vraiment monté en gamme au niveau de la qualité de ce qu'ils faisaient à l'époque, qui était vraiment pas mal. Hein. Voilà. Donc avec le même dos, avec justement cette créature étrange qui est, si vous, voilà, c'est une sorte de dragon quoi, qu'on peut voir dans Alice au Pays des Merveilles justement, c'est le fameux Jabberwocky. Donc, Histoire de fou, la suite, puisqu'on avait eu le numéro 1 dans le premier, donc c'est Mao numéro 2, Régnier numéro 3 et Marion numéro 4. Voilà, c'est donc encore un supplément spécial scénario qui poursuit en fait cette série de scénarios où, donc, qui tourne autour justement donc, d'un personnage en particulier, qui a pour donc bah, le titre du scénario et le prénom justement du personnage en question. On a énormément là de contexte hein, et voilà, c'est vraiment très très fouillé au niveau des scénarios. Ils sont vraiment bien fichus, il n'y a pas de doute. Par contre, ça demande énormément de boulot au niveau du MJ enfin, du veneur, pour justement mettre ça en place et vraiment faire accrocher les gens pour leur faire jouer toute la campagne. C'est pas évident. Hein. Moi, je sais que pour les premières moutures, j'avais écrit mes propres scénarios. J'ai fait jouer en fait aucun scénario de la gamme pour l'instant. J'en avais écrit 3, et donc j'ai fait jouer les 3.
Et je me suis arrêté là, voyant que donc j'étais un peu bloqué et que je ne savais pas trop justement comment résoudre le fait de dire à mes joueurs, bah, là en fait vos personnages, on va jouer un siècle plus tard, ils se sont réincarnés, quoi. C'était assez difficile pour moi de faire cela pour faire avancer le jeu et les faire avancer dans leur processus d'initiation. Donc ça m'avait bloqué et j'en étais resté là en essayant de trouver une solution que je pense ne pas encore avoir trouvée, qui soit en tout cas pas satisfaisante à mon goût. Le Hurle-Lune numéro 6, donc les premiers étaient. Voilà, celui-ci est aussi vraisemblablement numéroté. C'est une version particulière, pourtant il n'a pas l'air d'être une version limitée. Donc là, on a le XIIIe siècle qui est décrit, avec donc. Alors là, on entre dans des suppléments plus années 90 au niveau de la manière dont c'est fait. Voilà, avec. On n'est plus du tout dans la même. Dans les premiers suppléments qui étaient vraiment assez roots, je trouve. Sur celui-ci, 93, voilà. On est déjà en 93 là, donc on est 5 ans après. Donc ouais, il y a eu à peu près chaque année un supplément ou deux qui est sorti. Et on est vraiment presque à la fin de notre quête d'une certaine manière. Ou pas, en fait ça dépend beaucoup du veneur aussi, parce qu'il peut et des joueurs. Et on est encore, on va dire, dans un supplément à la fois contexte et scénario. Donc vous voyez, vous avez par exemple dans celui-ci la description de la ville de Cahors. Et un scénario. Donc c'est Chronique de la Meute. Voilà. Avec toujours, il y a aussi toujours une biographie. Donc Histoire de fou, Béranger, donc numéro 5. Donc on continue en fait la série Histoire de fou. Qui nous mène, on va dire, petit à petit vers la fin de la campagne officielle, en tout cas, qui est décrite dans les suppléments. Alors, et donc, un autre scénario, Frédéric Ménage, qui avait écrit aussi beaucoup dans Cassius Belli, la trace du loup. Voilà, où là, donc, on joue dans quelle région déjà ? Plus souvenir, ça fait tellement longtemps, j'avoue. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui est proposé? Le village de Sillé, visiblement. Là, j'avoue, je ne sais plus où c'est. Voilà. Donc ça, c'était pour le Hurle numéro 6, toujours donc contexte et scénario. Et on termine par celui qui est le plus étrange, le numéro 7 qui doit faire justement la transition avec Chimère. Donc là on est sur un supplément format paysage, dit à l'italienne pour certains. Je ne sais pas s'il y a eu une version limitée, donc celui-là est vraiment clos la gamme en 94, où on va donc nous révéler des petites choses, évidemment, et faire vraiment la transition avec le jeu suivant qui est normalement son successeur entre guillemets ludique, donc Chimère. Et donc avec un scénario où donc là on entre vraiment dans le et on va jusqu'au bout en fait de la lubie justement de Jean-Luc Bizien, où donc on a carrément vraiment là un scénario où on se retrouve dans le pays des merveilles. Voilà, avec la reine de cœur. On va peut-être rencontrer justement celui qu'on nous a teasé depuis déjà pas mal donc depuis le Hurle numéro 4, donc le Jabberwocky. Voilà, poétiquement parlant, je trouve que c'est vraiment bien fichu. C'est très littéraire, très intéressant, et c'est vraiment particulier. Voilà. Et donc on découvre également d'autres personnages importants qui font partie des légendes, du rêve, de toute cette mythologie. Donc voilà, en dehors du Jabberwocky, je ne vous en dirai pas plus, mais bon, vous pouvez imaginer si évidemment on parle du pays des merveilles, qui encore on peut techniquement rencontrer, mais bon, sachez que tout est possible. À partir de là, tout est réellement possible. Sachant que cela, évidemment, c'est l'aspect découverte dans les scénarios du jeu.
Il y a aussi, comme je vous disais, l'aspect découverte, on va dire, personnel, d'accomplissement personnel qui est encore aussi une autre dimension. Donc, je n'ai pas tout dévoilé à ce niveau. Je pense en avoir, on va dire, et avoir été pas trop, euh, euh, on va dire spoiler, divulgacheur, comme diraient certains, sur ce point. Voilà, donc c'est un jeu dont je voulais vraiment vous parler. Juste pour vous dire, parce que j'ai pas pu en fait vous en dire beaucoup, et j'ai juste pu vous présenter la gamme, qu'il vaut largement la peine qu'on s'y intéresse. Il existe, comment dire, en PDF, hein, moi je sais que j'avais réussi à le trouver à l'époque, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, peuvent me contacter sur le Discord, je peux leur en faire, leur faire part pour qu'ils voient justement quelles sont les possibilités du jeu si ça les intéresse. Puisque de toute façon, pour l'instant, il n'est pas réédité, donc voilà, vous ne serez pas dans une complète illégalité, en tout cas si vous ne les diffusez pas de manière à vouloir vous en faire de l'argent. Si c'est pour votre plaisir personnel à le lire, ils existent. Hein, je les ai eus en plus quasiment presque légalement sur sur un forum, d'après mes souvenirs. Pas toute la gamme, je crois qu'il doit manquer des choses. Mais il y a l'essentiel, en tout cas la boîte de base, elle existe. Il y a plein de scénarios qui existent sur la scénariothèque et donc des scénarios également dans les vieux Casus Belli. Donc si c'est vraiment un jeu différent, mais vraiment différent, poétique, en plus français, vieux, et donc ça, les jeux vieux, on aime ça, comment dire, sur la chaîne Tabula Rasa, eh ben, n'hésitez pas à essayer de mettre la main dessus et de vous plonger là-dedans, vous en tant que veneur. Sachez que si par contre vous le lisez, le jeu, bah, vous ne pourrez pas être joueur, c'est quasiment impossible. Voilà, puisque vous connaîtrez en fait le fin mot de l'histoire d'une certaine manière. Mais vous aurez grand plaisir en tout cas à le faire découvrir aux autres, et c'est ça qui est important. Si vous arrivez à le trouver en bon état, à un prix pas exorbitant, ben, moi je dis tant mieux pour vous, vous posséderez vraiment un fabuleux trésor. Le jeu en fait, vraiment il se décline en quelques pages, hein. On n'est pas, on va dire, dans l'exhaustivité, c'est pas un manuel de jeu de Pathfinder 2, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, on est vraiment dans autre chose. On explore l'univers médiéval, on s'explore soi-même, on explore les possibilités, on va dire, de nos personnages à travers des scénarios qui sont très complexes et qui mêlent justement, qui mettent en scène juste des personnages eux-mêmes aussi à la personnalité, aux motivations complexes, et c'est ça vraiment le point fort du jeu. Et c'est, je pense, un jeu voilà, qui est vraiment ce qu'il est dans la légende. Un jeu, on va dire, d'initiés, donc de gens qui aiment le RP, qui ont, on va dire, plus l'aspect quand même narratif à l'idée que l'aspect simulationniste, même si bon, bah, le système le permet, hein, permet quand même de simuler les choses de manière assez satisfaisante, mais c'est pas le propos. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette présentation qui est assez courte, mais bon, c'est la deuxième vidéo de la semaine, donc elle est courte, elle a le droit. Et donc, je pense que bah, voilà, si vous avez vraiment ça vous a intéressé, si ça vous a teasé, n'hésitez pas, comment dire, à essayer d'aller jeter un coup d'œil et bah, attendez peut-être une future réédition par Sico. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, ça va être quand même assez dur de rééditer une telle gamme, je pense. Ça va pas être évident. Mais voilà, je sais qu'ils font des choses d'extrême qualité hein, chez Sico. Voilà, ils l'ont prouvé avec Crime, par exemple, qui est vraiment qui va devenir, je pense, une référence en termes de jeu d'enquête à la belle époque, avec Cthulhu et Maléfice. Donc voilà, ça reste un monument trop peu connu, je pense, de notre univers ludique, parce que bah, y avait un aspect un peu trop mystique, un peu trop intellectualisant tout autour. Puis bah, c'est un jeu à secret, donc on pouvait pas trop en parler, quoi. Moi, je sais que quand j'ai rencontré des gens qui pouvaient nous faire maîtriser, ils lâchaient rien, quoi. C'était vraiment un véritable sacerdoce, quoi. Même moi, là, ce que je vous ai dit techniquement dans cette vidéo, je suis presque, on va dire, bon à aller brûler en enfer, quoi, pour avoir révélé ce que j'ai révélé. Bon, voilà, au moins, vous le saurez, j'ai pris beaucoup de risques en essayant de vous en parler. J'espère que vous m'en serez gré. N'oubliez pas, justement, bah, de mettre des pouces, des commentaires,
pour justement me permettre à ma petite chaîne de continuer, on va dire, sa lente ascension vers le star system, si je puis dire. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'était Magna Magister en direct de la bibliothèque pour Hurlement. À bientôt.